Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'UAE Tour, l'étape numéro 6. On va revenir sur le dernier sprint de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, YouTube également, le débrief juste après l'arrivée des étapes, quand par exemple il y a un petit décalage entre le moment où je vais faire la vidéo et le moment où l'arrivée a lieu, vous avez quand même ce petit biscuit en attendant, parce que par exemple hier il y avait 5 courses en même temps. Alors Grande Camino par exemple, je ferai une vidéo pour les 2 dernières étapes, parce que pas possibilité de faire un autrement, et puis le Umlout et Nieuwsblad féminin, la vidéo arrivera un peu après. Peut-être ce soir, peut-être demain du côté du Umlout et Nieuwsblad féminin. On commence tout de suite avec cette étape de l'UAE Tour. Aujourd'hui encore très calme, c'était très calme sur cette étape numéro 6. Un classique de l'UAE Tour, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien pendant énormément de kilomètres, quoi. C'est très très calme. Et puis, pour tout vous dire, à 5 bandes de l'arrivée, on roulait à 40 à l'heure. Selon les indications à l'écran, et c'était, je pense, vraiment la vraie vitesse au niveau du ressenti. C'était calme, il se passait rien. Vraiment, la veille encore, il y avait eu un peu de vent qui avait un peu animé à certains moments la course sur certaines sorties de rond-point. Là, il n'y avait rien, c'était calme. Et sur la fin, ça s'est un peu excité. Mais alors vraiment, il a fallu attendre 4 bandes de l'arrivée, pour vraiment que ça s'excite et ça accélère. Donc forcément, ça a été nerveux. Les premiers à craquer, c'était Quick-Step aujourd'hui. Et on a eu des équipes qui n'ont pas trouvé la solution encore sur ce sprint, qui n'ont pas trouvé l'ouverture et qui ont eu du mal à trouver l'ouverture sur cette semaine de compétition. Et par contre, ce qu'on peut noter, c'est Quick-Step a certes craqué en premier, mais Merlier a encore dû se démerder seul dans le final. C'est-à-dire qu'il a vraiment des mecs... Ça me rappelle vraiment Kittel là. Je ne sais pas si vous vous souvenez Kittel chez Quick-Step. Il suivait même plus son train à la fin. C'est-à-dire qu'il laissait faire les mecs devant, et puis lui il se mettait derrière, il suivait un autre coureur. C'est un peu pareil pour Merlier. C'est-à-dire qu'il y a son train qui est devant, et lui il est derrière, en train de suivre les autres coureurs, en prendre la route des autres coureurs. Ça a encore marché pour Merlier, c'est ça qui est fort, c'est ça qui montre qu'il est au-dessus pour le moment. Parce que la seule fois où il a été battu face au vent et avec une crevaison. Donc il a vraiment dominé cette UAE Tour, et derrière, certains coureurs ont eu un peu plus de mal. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence bien entendu avec le vainqueur du jour, Tim Merlier. Que dire de Tim Merlier sur cette semaine? Dominateur Merlier. Il a encore... alors déjà, il a été bien aidé encore une fois par Molano. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à Molano, mais des fois il y a les fils qui se touchent. Mais du côté de Merlier, il a été encore une fois impressionnant, parce que dès qu'il commence à déclencher, personne ne peut tenir la roue. Hier, c'était Frétin qui était dans la roue, il est dans la bonne roue, mais il ne peut pas dépasser. Il se prend un éclat sur les 10 premiers mètres, sur la prise encore une fois de vitesse, sur cette phase, on va dire, de poussée. Il se prend 20 mètres dans la gueule. Enfin, c'est monumental. Regardez la vidéo en hélicoptère, c'est impressionnant. Et là encore, dès qu'il lance son sprint, sur les premiers mètres, personne n'arrive à suivre, quoi. Alors aujourd'hui, je trouve qu'il a un peu moins réussi à garder sa vitesse maximum. C'est-à-dire, je trouve que vraiment sur la fin du sprint, sur sa courbe de vitesse, ça décroît un petit peu fort sur la fin. Mais bon, il prend tellement de marge sur cette première partie de sprint, sur cette phase d'impulsion, que derrière, personne n'arrive à le suivre. Et puis comme Olaf Koy, il est gêné, que De Klein n'a pas non plus un train parfait, parce que De Klein aujourd'hui, il y a un moment, ils se font un peu balader les Tudors sur cette journée. Donc De Klein fait un beau sprint, mais avant... la préparation du sprint n'est pas optimale pour Tudor. Olaf Koy, ils n'ont jamais trouvé la solution, il est bien derrière. Bauhaus, je pense qu'il est un ton en dessous pour le moment. Bon, Frétin, c'est pas le même niveau que Merlier. C'est compliqué de suivre, quoi. C'est compliqué d'aller chercher. De Klein, il part avec un temps de retard. En plus, il est à l'extérieur du virage. Bauhaus, même s'il est du bon côté, il est un ton en dessous. Syriza, il n'avait pas de puissance, et après de toute manière il y avait un écart. Les Groenewegen et autres se sont pris un écart par rapport à la phase de préparation du sprint où ils sont partis avec un temps de retard.
Donc c'est dommage pour les adversaires de Merlier, mais aujourd'hui, oui, il est au-dessus, et sur un sprint comme ça, il est très très costaud. Il les accumule, les victoires sur l'UAE Tour, parce que déjà l'année dernière, il s'était imposé. Sur l'UAE Tour, désormais, ça fait 5 victoires en 2 ans. Donc voilà, assez impressionnant. Je pense qu'ils sont pas nombreux sur le UAE Tour. Je sais pas si j'ai la statistique. Je ne sais pas si je vais avoir les stats sur l'UAE Tour, peut-être comme ça. Must win. Alors, est-ce que ça va me met les victoires? Je le fais en direct. Pogacar qui l'a gagné deux fois, hein, mais c'est pas les victoires d'étape. Et puis je vais pas l'avoir, je pense. Assistage. Must win. Bah, c'est Tim Merlier désormais qui a le plus de victoires d'étape. Voilà, je voulais avoir le chiffre. Devant Pogacar et Sam Bennett. 4 victoires d'étape pour Pogacar et 3 pour Sam Bennett. Mais il est troisième parce qu'il avait également 4 deuxièmes places, hein, Sam Bennett. Mais voilà, en seulement 2 ans, il a été impressionnant. Donc pour le moment, ça se passe très très bien pour Tim Merlier. Sur cette semaine de compétition, et bon, encore une fois, Nokere-Corseux, ça va être l'archi favori pour moi. Je vous le dis déjà, hein, à part s'il tombe d'ici là, mais Tim Merlier, je pense que pour Nokere-Corseux, il va être archi favori. Lui, il fera Tirreno, hein, il sera en Italie avant Nokere-Corseux, et puis il faudra s'en méfier également, pourquoi pas sur Gand, parce que je pense qu'il a les capacités également de passer sur Gand. Vu son gabarit, encore une fois, et puis vu la condition physique qu'il a pour le moment. Hein. 2 victoires d'étape sur la Lula Tour, 3 victoires d'étape sur l'UAE Tour, c'est quand même impressionnant en ce moment de la part du coureur belge. Hein. Ça doit être le sprinter qui a gagné le plus depuis le début de saison. Puis en plus avec des belles oppositions à chaque fois. Je continue avec un mec qu'on m'a mis dans les commentaires. Je lis les commentaires, vous le savez. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder quand même. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu les résultats de d'autres coureurs. C'est pas mal. C'est Jarne van de Paar, le Belge de la Lotto Destiny. Ça m'a permis un petit peu de me renseigner sur ce coureur-là, parce que c'était pas le coureur que je connaissais plus. Alors, Jarne van de Paar, 23 ans. Le 23 octobre dernier. 7e du Trophée Palma. 13e à Cès Salines. 2 fois 7e là sur l'UAE Tour, 10e également de la première étape à Liwa. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à faire autant de top 10. Hein. Il y a De Klein, Coy, ça me permet d'éviter de... puis même Coy, il n'en a pas fait autant, c'est surtout De Klein. Ça me permet d'éviter de remettre encore De Klein. J'ai remis Merlier. Vous voyez bien que j'ai plus grand chose à dire sur Tim Merlier. Jarne van de Paar, pourquoi c'est intéressant? Déjà parce que bon début de saison. 10 jours de course, déjà 4 top 10, donc ça c'est pas mal. Surtout qu'encore une fois, à Palma de Majorque, il y avait du monde. On sait que c'est un gros sprint, le Trophée Palma de Majorque. C'est pas toujours un sprint facile en plus. Que là, sur cette UAE Tour, il y avait du monde. Que du côté de la Lotto Destiny, on n'avait pas forcément emmené la grosse équipe parce qu'il y avait du monde en Belgique. De toute manière, pour la Lotto Destiny, hein, c'est un objectif. Les classiques belges. Dely était par exemple en Belgique. Campenard, c'est en Belgique, par exemple. Et surtout, parce que je me suis renseigné un petit peu sur ce cours. L'année dernière, première année chez les professionnels à la Lotto Destiny, parce qu'il était jusqu'à maintenant dans l'équipe Lotto Soudal U23. Il a fait 4 ans dans l'équipe U23. Et année qui a été très compliquée pour Jarne van de Paar. Seulement 31 jours de course. Malgré une 3e place à Palma de Majorque, parce que je me souviens, je l'avais vu à Palma de Majorque, qu'il avait ensuite été redescendu dans l'équipe réserve, notamment pour participer au Tour du Loir-et-Cher, où il avait remporté une étape, l'étape numéro 2, il avait fait 2e de l'étape de Vernoux en Sologne également, mais ça n'avait pas été une semaine si facile que ça. Et ensuite, il a été au Tour de Taïkou Lake où il gagne la 2e étape. Mais c'est vrai que l'année avait été très compliquée. Il y a eu pas mal d'abandons en plus sur ces 31 jours de course, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de jours où il a eu du mal sur ces différentes épreuves. Donc ça avait été compliqué pour Jarne van de Paar. Donc c'est pour ça que je dis c'est intéressant, parce qu'après une année comme ça blanche, réussir à revenir quand même à un bon niveau, c'est pas toujours facile. Regardez avec Julien Lafilippe, regardez avec Egan Bernal par exemple, ou même je pense à Sam Bennett après la demi-saison qu'il avait fait chez Quick-Step.
quand il était arrivé chez Bora, les premiers mois chez Bora n'avaient pas été si faciles que ça, parce que il arrivait avec une condition physique qui n'était pas optimum. Il faut réussir à reprendre le rythme, hein. Après une pause comme ça, regardez Gagenhardt par exemple, sa première course. Bon, il est sur le Tour de l'Algarve, il est dans le coup, mais il n'est pas en capacité véritablement d'attaquer parce que lui aussi, il n'a pas couru depuis mai de l'année dernière à ce moment-là. Donc, quand vous avez des périodes comme ça de 6-7 mois où vous courez pas énormément, là par exemple une année à 30 jours de course, c'est un peu compliqué. Et puis je regardais 2022, il avait couru que 9 jours avec la Lotto Soudal U23, enfin 9 jours marqués sur Pro Cycling Stats. Notamment vainqueur des championnats de Belgique Espoir à l'époque, en 2022. Donc voilà, il avait assez peu couru aussi, et en 2021, moi j'ai 10 jours de course. Mais encore une fois, sur Pro Cycling Stats, donc Pro Cycling Stats n'a pas tous les résultats des courses amateurs, des courses Espoir. Il se concentre surtout sur le cyclisme professionnel, peut-être que sur Direct Vélo notamment, qui s'intéresse plus au monde amateur, vous pouvez avoir un peu plus de résultats. Mais ça montre quand même qu'en 2023, voilà, très peu de jours de course, donc ça n'a pas été évident pour lui. Surtout que dans ces jours de course, il n'y a quand même pas d'épreuve World Tour. Ouais, non, il n'y avait pas eu d'épreuve World Tour. Donc là, c'est sa première fois qu'il participe à une épreuve World Tour. C'est plutôt pas mal pour Yarn Edan de part pour une première. Donc on va voir à Jean-Pierre Montserrat par exemple, c'est un coureur qui pourrait peut-être prendre. Alors je sais pas, il y aura peut-être Arnaud Delis à Jean-Pierre Montserrat au mois de mars. Est-ce que j'ai la loto? Non, il y aura Menton. Il sera peut-être lanceur de Milan Menton avec Guarnieri. Ce sera peut-être deux personnages importants autour de Milan Menton sur cette épreuve-là. Où il y aura Van Gestel par exemple pour Total Energy, Birmans pour Arkea, Cofidis, il y aura Agnolowski et Milan Fretin qui reviendront de l'UAE. Et du côté d'Alpecin, il y aura Robbie Guise, du côté d'Intermarché, il y aura Arne Marit, le Belge, voilà, qui sera au départ. Il y aura Berasturi également pour Auscatel. Par exemple, du côté des sprinters, il y aura Stemle et Frédéric Frison chez Q36 aussi, qui aura des bons coureurs au départ de cette épreuve. J'essaierai peut-être de la débriefer si j'ai le temps, ce Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, mais je crois que ça tombe le même week-end que l'ouverture avec Paris-Nice et Tirreno, donc peut-être que ça sera un petit peu compliqué pour faire le débrief de ce Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, mais on essaiera de le faire sinon avec un petit décalage un petit peu plus tard. Je continue avec Phil Boaos. Alors bien entendu, Milan Fretin était bon avec cette 4e place, mais je ne vais pas me répéter encore avec Milan Fretin. Je continue avec Phil Boaos. Pourquoi 3e place, très intéressant. C'est presque le sprint le plus réussi de la semaine pour Phil Boaos. On sent que physiquement, c'est pas encore du grand Bauhaus, pour le prononcer correctement, son nom. Mais il avait déjà pas été exceptionnel sur le Down Under. Il avait pris la 2e place à Tanunda, mais ensuite il avait eu un petit peu du mal sur le reste de la semaine. Là aussi, ça n'a pas été parfait. Même si on a vu les Bahreïn, parfois pas toujours dans le bon timing, les Bahreïn, parfois en place un peu trop tôt du côté de l'équipe. Et surtout, je pense que Bauhaus n'était pas parfaitement en forme. Et puis surtout, il était souvent obligé de frotter parce que le côté de la route qu'il prenait, souvent, c'était un peu la guerre du côté de la Bahreïn Victorious. Donc là, c'est plutôt pas mal, ça va le rassurer. En plus, c'est bien, juste avant Tirreno. Lui aussi, il sera du côté de Tirreno pour un coureur qui aura comme objectif le Tour de France. Et puis peut-être qu'il s'est dit qu'il a modifié son état de forme, peut-être qu'il était arrivé en forme un peu trop tôt avant le Tour de France. Donc peut-être qu'il a essayé de décaler un petit peu son pic de forme, parce que l'année dernière, il avait fait un bon Tour de Under. Peut-être qu'il a décidé de décaler un petit peu le pic de forme pour être un peu plus performant après les 5-6 premiers jours de Tour de France, où c'est là où il y aura des opportunités pour les sprinters aussi, parce que les premiers jours vont être difficiles sur le prochain Tour de France, et c'est après il y aura des opportunités pour les sprinters. Donc peut-être qu'il a décalé son pic de forme en conséquence du côté du coureur allemand, qui a 20 victoires chez les professionnels, Bauhaus, qui est né en 94, donc il a 29 ans, il aura bientôt 30 cette année. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Les bonnets d'âne, je commence avec Molano. Oui, comme je disais un petit peu en introduction, Molano, des fois, il y a les fils qui se touchent. C'est pas le
c'est pas la truite la plus oxygénée du bassin, ou le jardin le plus fleuri du quartier, comme on m'avait mis dans les commentaires. C'est-à-dire que Molano, c'est quand même... c'est dommage parce qu'il a des qualités, Sainte-Bourg a des grandes qualités, Molano. Hein. Il passe très bien les bosses. C'est peut-être l'un des sprinteurs qui passe le mieux les bosses, Molano. C'est un coureur qui est bon sprinter. Il sait frotter. Le problème, c'est que quand il frotte déjà, faut pas se retrouver à côté de lui, parce que tu peux te retrouver à terre très facilement avec Molano. Ça fait partie un petit peu comme Maresco, des mecs qui sortent un peu les coudes. Et surtout, du côté de Molano, c'est que je n'ai jamais compris comment des fois, un peu comme, enfin c'est pire que Gaviria, comment des fois il y a le cerveau qui vrille. Je sais pas si vous vous souvenez déjà de sa bagarre avec Hugo Page. Sa bagarre avec Hugo Page, quand il avait tapé Hugo Page, pour une bagarre, il faudrait qu'il y ait eu réplique de l'autre côté, ce qui n'a pas été le cas de la part du Hugo Page. Mais à des moments, tu ne comprends pas comment son cerveau fonctionne à Molano. C'est-à-dire que là, il part, mais genre aux 350 mètres. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça cette semaine, il l'a fait en plus avec Gaviria aussi, il y a quelques jours. C'est incroyable. Enfin, le mec, d'un coup, il se dit, tiens, au lieu de lancer mon sprint aux 200 ou 250 mètres, surtout que c'est pas un sprinter long, Molano, il lance son sprint à vous. Mais c'est pas la première fois qu'il y a les fils qui se touchent. Hein. Je me souviens quand il était poisson pilote de Gaviria chez UAE, où il avait foiré des sprints de Gaviria sur un Giro. Je sais plus si c'était Giro 2021, peut-être. Je sais plus c'était quelle édition du Giro où il foire, mais au moins 2 ou 3 sprints de Gaviria. Où il est poisson pilote, mais c'est une atrocité en tant que poisson pilote. Et là, il sprint pas du tout au bon moment. Il sprint 10 minutes trop tôt, enfin. Il sprint beaucoup trop tôt. En plus, Molano, c'est pas un sprinter long. C'est dommage parce que ce mec-là, il pourrait avoir un plus gros palmarès. Il n'a pas un si gros palmarès que ça, Molano. Je pense qu'en termes de nombre de victoires, on parlait de Bauhaus qui en a 20. Molano, alors il a des victoires sur le Tour d'Espagne, hein, mais il a, il a 24 victoires. Je pensais qu'il en avait moins, Molano. Mais c'est un coureur qui a des qualités. Il avait notamment remporté le Grand Prix de Denain l'année dernière dans les pavés, ce qui n'est pas évident. Et encore une fois, c'est un mec qui passe extrêmement bien les bosses, sauf qu'à certains moments, tu ne comprends pas pourquoi, le cerveau déboîte. En plus, sa semaine, elle est moyenne. Son début de saison est moyen, donc pas de victoire. Un seul top 5 jusqu'à maintenant, c'était sur le circuit des chameaux lors du Alula Tour. 34e à Almeria. Alors, lui, ça fait partie, c'est très rare, même dans une saison. C'est-à-dire que UAE l'a mis en Arabie Saoudite pour le faire revenir en Espagne pour un seul jour de course, pour le ramener ensuite dans les Émirats. Je pense que programmation de saison bizarre. Puis empreinte carbone qui a bien morflé dans la situation. L'aller-retour Arabie Saoudite, Espagne, Émirats Arabes Unis, ça fait mal au niveau... Alors ça fait des points smile, mais au niveau empreinte carbone, c'est pas l'idéal. Et surtout il a fait ça en 2 semaines, cet aller-retour-là. Donc ça a peut-être, créé de la fatigue, ça forcément, pour Molano. Et derrière, sur cette UAE Tour, ça n'a pas été exceptionnel. Alors désormais, on le verra à travers les Flandres. C'est la prochaine course qui est marquée sur son calendrier, donc il ne devrait ni faire Tirreno, ni faire Paris-Nice. Il devrait être en dehors de ces 2 courses-là. Notre ami colombien, mais c'est vrai que pour le moment la condition physique n'est pas parfaite, et en plus s'il lance ses sprints beaucoup trop tôt, c'est sûr que ça ne peut pas le faire. On poursuit avec Olaf Koy. Le train d'Olaf Koy, j'ai mis Olaf Koy, mais en fait c'est plutôt son train. Son train ne le met absolument pas dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire qu'Olaf Koy aujourd'hui, sur son sprint, le train est resté en 2e rideau, voire presque 3e rideau. Il est très loin son train. C'est-à-dire que le tête de pont du train n'a jamais été mieux, je pense, que 23, 25e place du peloton. C'est-à-dire que si tu regardes bien, pendant les 4 derniers kilomètres, je regardais parce que je me disais, en plus tu les vois bien, les maillots Visma et les The Bike, le jaune est pétant cette année, mais ce qui est très bien, c'est comme ça tu les vois bien. Je regardais, et en fait, le premier coureur du train, il est 20e. Donc Olaf Koy, qui est 4 coureurs derrière, lui, il est 50e place dans le peloton. Donc forcément, alors autant Merlier, il commence son sprint, il est super lent à l'approche du dernier kilomètre, il doit être 20e, mais il n'est pas aussi loin.
il doit faire énormément d'efforts en fait pour ne plus se servir de son train, et c'est pas servi de son train au final Olaf Koy, pour réussir à trouver la solution, et aujourd'hui il n'a pas trouvé la solution. Autant hier il avait trouvé la solution, autant aujourd'hui il n'a pas réussi à trouver la solution, mais encore une fois, regardez le train Visma Leaseback, et regardez surtout que ce train n'est pas suffisamment bon pour aller concurrencer les trains des autres concurrents. Je pense qu'il aurait pu s'en apercevoir les jours précédents Olaf Koy, et qu'il aurait plutôt dû essayer de prendre les roues des autres sprinters, parce qu'on voit bien que son train n'est pas assez efficace jusqu'à maintenant, parce que il n'y a pas Van Aert par exemple qui est en Belgique, il n'y a pas Laporte qui est en Belgique aussi, mais c'est dommage voilà du côté d'Olaf Koy, parce qu'avec un train de meilleure qualité, je pense qu'il aurait eu alors il a eu une victoire aujourd'hui, mais enfin il a eu une victoire cette semaine, mais il aurait pu concurrencer peut-être un peu plus Tim Merlier, mais son train a été juste catastrophique pendant toute la semaine, et ça sera un truc à corriger. Parce que l'équipe qui a été autour de lui n'a pas été suffisamment efficace, et notamment les premières têtes de la fusée, les premiers échelons de la fusée Koy n'ont pas bien fonctionné, parce qu'encore une fois, le début, ils sont très loin et ils n'arrivent jamais à remonter, c'est-à-dire qu'ils sont au mieux 20e, mais à des moments ils sont bien plus loin, ils n'arrivent jamais à remonter dans la hiérarchie, on va dire, des trains de sprinters dans les 4 derniers kilomètres. Et puis je termine avec un dernier coureur, Caden Groves. La semaine de Caden Groves a été dure, hein. Parce que pourtant Alpecin, on les a vus, on les a vus. On les a vus. Le maillot, faut le changer, hein, vraiment. Revenez à l'ancien maillot. Je comprends pas pourquoi vous avez changé de maillot, vraiment. L'ancien maillot, on le voyait quand même, hein. Pourquoi utiliser les mêmes couleurs que la Soudal Quick-Step en pastel? On ne peut pas le remarquer, le maillot. Mais vraiment, en plus, il n'est pas très beau, je trouve, par rapport au dégradé qu'on avait avant. C'est-à-dire, je trouve vraiment le maillot précédent bien meilleur. C'est-à-dire que normalement, quand tu changes de maillot, c'est pour qu'il y ait un petit plus. Soit qu'on le voit mieux, soit que... Là, je trouve que le maillot, soit parce qu'il y a un changement de sponsor, là, il n'y a pas eu de changement de sponsor. L'ancien maillot, bon, alors oui, par rapport à la Groupama, par rapport à la Movistar, parfois c'était compliqué, mais la Movistar, cette année, a mis une teinte un peu plus claire. Donc on aurait pu un peu plus le remarquer. Je trouve que l'ancien maillot, c'était mieux, quoi. C'est là, on ne le remarque absolument pas. En plus, c'est un bleu dégueulasse, un peu pastel. Pourtant, moi, j'aime le bleu. Alors même le bleu, on dirait un bleu délavé. Voilà, c'est délavé, je pense, le bon terme. C'est pas pastel, c'est délavé. Vous savez, dans les teintes de couleurs à Brico Dépôt, bleu délavé. Je mettrais pas ça comme peinture, hein. Je mettrais pas le nouveau maillot de l'Alpecin comme peinture. C'est ignoble. Non, et puis en plus, on n'arrive pas à faire la différence avec Quick-Step. Mais bon, je pense qu'il va falloir se contenter de ça pendant toute l'année. Ce qui va être terrible pour l'approche des sprints. Mais ouais, là c'est terrible. Mais du côté de Caden Groves, donc la semaine n'est pas exceptionnelle, hein. 11e à Liwa, 9e là à Al-Quwain, 14e aujourd'hui, 18 à Dubaï. Sur les 4 sprints, ça fait pas un ranking exceptionnel, ça doit faire une moyenne à 13 en termes de place, donc une moyenne qui est en dehors du top 10. Par rapport à Merlier, c'est sûr que c'est pas fantastique en termes de place. Et surtout du côté de Olaf Koy, je pense que du côté de Caden Groves, on va y arriver, pourtant il est que 10h36, hein. Du côté de Caden Groves, ça a été un petit peu difficile quoi aujourd'hui en termes de rythme. Donc là c'est voilà, son sprint n'est pas fantastique à Caden Groves, parce que je suivais un peu, j'ai zioté quand même. Et bon, il n'est pas fantastique quand il démarre son sprint, très vite il se rassoit, quoi, hein, il ne peut pas le déclencher parce qu'il est trop loin aussi. Mais parce que là aujourd'hui on a quand même moins vu l'équipe à l'avant de la course, mais je pense que Caden Groves c'est pas fantastique. Alors après, est-ce que c'est inquiétant du côté de Caden Groves? Eh bien on me l'avait signalé également dans les commentaires. L'année dernière, le début de saison n'avait pas été fantastique, Caden Groves. Notamment sur le Down Under, il y avait une 9e place sur les sprints, mais c'était pas top. 14e de Kurn, 58 du Samin. Et sur Paris-Nice, il avait pris qu'une 9e place lors du premier jour. Il avait fallu attendre la Catalogne pour qu'il se lance enfin, donc fin mars. 2022, si on regarde bien, 2022, alors là il y avait eu le Tour de Man, mais avec une densité qui n'était pas exceptionnelle sur le Tour de Man. Et sur l'UAE Tour, il avait fini également très loin. Sur Tirreno, il avait fallu attendre la dernière étape. Il avait fallu attendre Tirreno pour qu'il prenne 2 3e places. Mais c'est vrai que le début de saison
n'avait pas non plus été exceptionnel. Si on regarde 2021, l'UAE Tour n'avait pas été fantastique non plus, Paris-Nice non plus, il avait même abandonné après Paris-Nice pour reprendre qu'au mois de mai, au Tour de Hongrie, il avait très peu couru même cette année-là, en 2021, il avait eu que 38 jours de course, ce qui est très faible, hein. Quand on est en dessous des 50 jours de course, c'est faible, hein. Et l'année d'avant, en 2020, il avait été bon sur le Herald Sun Tour, mais pas non plus si fantastique que ça sur l'UAE Tour, donc c'est une course qui ne lui réussit pas depuis son début de carrière chez les professionnels. On regarde tout de suite le parcours de l'étape de demain, Jebel Afet, les derniers jours de course du côté de cette UAE Tour, donc début de journée très très calme, hein, sur les 161 km, où on passera de nouveau par Abu Dhabi notamment, et puis au kilomètre 147, deuxième sprint intermédiaire. Et à partir de ce moment-là, c'est le début quasiment de cette montée de Jebel Afet, 10 km 9, 6, 7 de moyenne. Montée plus courte que Jebel Jaïs, mais montée plus pentue également que Jebel Jaïs du côté de Jebel Afet, donc 10 km quasiment 11, avec notamment un passage à 10,6% pendant 1 km. Et puis vous avez quand même du 8,3, du 8,1, 8,7 également dans cette zone-là. Donc c'est plus pentu, plus dur. Par contre, il faut tenter de partir de loin parce que les 3 derniers kilomètres sont, eux, pas extrêmement difficiles. Donc il y aura forcément des écarts ce soir. Est-ce que ça sera en faveur de Ben O'Connor, pardon, plutôt, ou est-ce que ça sera en faveur d'un Jevine? Ça sera la grande question. Eh bien, on aura la réponse demain, on espère, à l'arrivée de cette dernière étape de l'UAE Tour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!